Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV78. Nous sommes le jeudi 4 juillet, voici les titres de cette édition. La visite de Florence Parly ce matin à Versailles-Satory. La ministre des Armées s'est rendue sur le site de Nexter pour la réception du Griffon, un nouveau véhicule qui renouvelle la flotte des blindés de l'armée de terre. Les résultats du baccalauréat seront dévoilés demain, une publication perturbée par la grève des notes opérée par les correcteurs. Ils protestent contre la réforme des lycées et de l'examen. Invité de ce journal, Thibaut Marchal, professeur de SES au lycée Hoche de Versailles. Et puis toujours dans le domaine de l'éducation, le départ de la directrice et enseignante du groupe scolaire Alexandre Dumas à Montigny-le-Bretonneux. Catherine Pilot prend sa retraite après 28 ans passés sur place. Elle était là à l'ouverture des lieux en 1991. Et puis on parlera cyclisme tout à l'heure dans ce journal, le Tour de France bien sûr qui s'élance ce week-end de Belgique. Dernière étape au départ des Yvelines, ce sera le 28 juillet. Les images pour commencer de cet incendie impressionnant hier à Saint-Germain-en-Laye. Le feu s'est déclaré vers 17h dans cette usine de traitement des eaux, à cheval également sur les communes d'Achères et de Maisons-Laffitte. Site classé Céveso, présentant donc un risque d'accident majeur. Aucune victime n'est à déplorer. Selon la préfecture des Yvelines, l'important nuage de fumée noire qui s'est échappé n'est pas nocif. Aucune mesure de confinement ni d'évacuation des populations n'a été décidée. L'incendie qui a été maîtrisé vers 21h hier par les 130 pompiers mobilisés sur place. L'origine du feu qui reste pour le moment inconnue. À Saint-Germain-en-Laye, toujours hier, la visite surprise de Christophe Castaner dans le quartier de Bel-Air. Le ministre de l'Intérieur, accompagné du secrétaire d'État Laurent Nunez, est venu à la rencontre des habitants après avoir échangé aussi avec les syndicats de policiers. Le quartier a été le théâtre samedi dernier de violents affrontements entre bandes rivales de la ville et de Chanteloup-les-Vignes. Une rixe qui a fait 7 blessés et suscité l'émotion chez les habitants de Saint-Germain-en-Laye. Et direction Versailles à présent. Florence Parly était aujourd'hui sur le plateau de Satory. La ministre des Armées a réceptionné à cette occasion le premier Griffon, un véhicule blindé nouvelle génération destiné à l'armée de terre. Michael Elmidoro a suivi ce déplacement. Le blindé de demain officiellement présenté à Versailles, la ministre des Armées Florence Parly était ce mercredi 4 juillet sur le plateau de Satory pour réceptionner les 6 premiers Griffons, un véhicule clé du programme Scorpion qui renouvelle la gamme de l'armée de terre. Le véhicule Griffon, qui est un véhicule qui a vocation à remplacer les VAB, les véhicules de l'avant blindés, qui ont rendu de très bons et loyaux services à nos armées, qui ont maintenant près de 40 ans et qui sont prêts, si je puis dire, de la retraite. Le véhicule multirôle servira notamment à transporter des troupes. L'engin a été conçu en partie dans l'entreprise Nexter sur le plateau de Satory, un site qui regroupe plus de 1000 collaborateurs. Ici à Versailles, nous avons la direction générale de la société, le bureau d'études qui travaille depuis des années sur la conception de ces véhicules, ainsi que les services achats, soutien et les différents services de la direction générale. Donc c'est véritablement la tête de Nexter qui est ici, même si les usines se trouvent dans différents départements français. Au total, près de 1900 véhicules de type Griffon seront livrés d'ici 2030. Le blindé sera utilisé dans un premier temps dans la formation des militaires. Il sera déployé sur le terrain à partir de 2021. La publication des résultats du baccalauréat 2019 est prévue demain. Est-ce que tous les élèves auront leurs notes, même si le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, assure que oui. La publication des résultats du bac pourrait bien être perturbée. Depuis le début de la semaine, certains correcteurs refusent de transmettre leurs notes en signe de protestation contre la réforme du bac. Et vous faites partie de ces grévistes. Thibaut Marchal, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes professeur de SES au lycée Hoche de Versailles, d'ailleurs. Je suis correcteur à Hoche. Ah, correcteur à Hoche, mais voilà. Vous êtes professeur de SES, correcteur à Hoche. Voilà, vous faites bien d'apporter cette précision. Alors d'ailleurs, une dizaine d'enseignants qui font la grève des notes, se sont réunis ce matin devant le lycée du Mont-d'Urville à Maurepas. L'établissement est centre d'examen pour le baccalauréat. Des jurys devaient s'y tenir cet après-midi. Rassemblement pour protester contre les menaces de sanctions, de rétention sur salaire pour les grévistes avancées par l'Éducation nationale. L'occasion aussi de rappeler l'origine de leur combat, la réforme du baccalauréat et les motifs d'opposition. Les propos sont recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. Sur le fond, c'est une réforme qui va accroître les inégalités entre les élèves, puisque aujourd'hui on va laisser plus d'autonomie dans les élèves pour faire leur choix de spécialité. Or on sait très bien que tous les choix de spécialité ne se valent pas. Et puis sur la méthode aussi, on a interpellé le ministre depuis novembre
pour justement essayer de discuter avec lui, ce qui a été refusé pendant tous ces mois. Et si la situation est bloquée aujourd'hui, c'est de la faute du ministre. Alors on rappelle la réforme du bac dans les grandes lignes, des filières générales supprimées, à la place un tronc commun pour les élèves, complété par plusieurs enseignements de spécialités au choix. C'est un bac qui verra le jour. Le premier bac sur cette version, ça sera en 2021. Il y a également une part donnée au contrôle continu, 40% sur la note finale. Les motifs d'opposition à la réforme, on vient de les entendre. Est-ce que ce sont les mêmes de votre côté ? Oui, bien sûr. Les deux principaux axes, c'est d'abord le risque de reproduction sociale, c'est-à-dire qu'on est sur un système en réalité où il y a énormément d'implicite dans le choix d'orientation, de pression des familles, vous l'avez dit, une grosse part du contrôle continu et donc des établissements qui n'ont pas la même réputation et donc des bacs différents selon l'établissement. Et puis d'autre part, les conditions de travail et d'enseignement pour les élèves avec des classes à 35, des groupes à 35 puisqu'il n'y a plus d'effet classe qui sont assez généralisés avec des emplois du temps très difficiles pour mettre en ce qu'on appelle en barrette, c'est-à-dire en alignement toutes les spécialités possibles de choisir, donc des emplois du temps complexes avec des trous, etc., etc. Donc c'est à la fois un problème d'équité sociale, de justice sociale et de fonctionnement des établissements. Alors je le reprécise parce que l'information erronée s'est affichée. Vous êtes bien correcteur au lycée Hoche de Versailles, non professeur. Vous êtes professeur dans un autre lycée des Yvelines, professeur de SES. Justement, utiliser ce levier de la grève des notes, est-ce que c'est une sorte de barreau d'honneur que vous lancez au gouvernement ? Disons qu'on a vraiment tout essayé cette année, enfin d'ailleurs même depuis l'année dernière. On a fait des manifestations, des pétitions, on a participé aux consultations sur les programmes. Moi, j'étais élu au conseil d'administration de mon lycée. On a fait des motions qui ont été transmises au rectorat, etc., etc. Et on a eu un mur face à nous, c'est-à-dire absence totale de considération de nos revendications, de nos remarques. Alors, on est plusieurs à réclamer le retrait total des réformes, mais sans même aller jusque-là, il y a quelques petits aménagements. Par exemple, la réforme parle d'heures d'orientation et d'accompagnement personnalisé. Mais ces heures-là ne sont pas financées, c'est-à-dire que chaque établissement doit choisir quelle discipline ne va pas être dédoublée. Donc la physique, par exemple, ils ne feront pas de TP pour pouvoir faire de l'accompagnement personnalisé. Et dans tel autre établissement, c'est une autre discipline. On mange sur les enseignements pour financer ça. Et donc, c'est quelque chose de simple de nous répondre en disant, voilà, on va donner une enveloppe pour l'accompagnement personnalisé qu'on a créé. Mais ça, il n'y répond pas. Alors ce soir, ce sont au moins 50 000 copies qui manqueraient d'après l'Éducation nationale, même si ce chiffre pourrait être supérieur. Est-ce que dans ce bras de fer, finalement, entre vous et l'Éducation nationale, c'est pas les candidats qui sont les sacrifiés, c'est pas eux qui payent finalement de ce conflit entre vous et l'Éducation nationale ? Évidemment, il n'y a pas de mouvements sociaux de toute façon sans tension. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, comme on dit. Ceci dit, les élèves, là, nous, notre mouvement, s'il était tel qu'on l'avait imaginé, c'est-à-dire une grève de 3 jours, de mardi à jeudi, mardi la remise des notes et jeudi les jurys, ça provoquait un report d'1 jour ou 2 des résultats. Donc, c'est-à-dire que les élèves auraient dû attendre 1 jour ou 2 pour avoir les résultats, et tout ça pour améliorer la situation des générations à venir. C'est-à-dire qu'en réalité, les élèves d'aujourd'hui feraient acte de générosité, comme moi d'ailleurs, je me bats, moi personnellement, ça va pas changer énormément de choses, sauf que je vais devenir un VRP de ma discipline et de mon établissement au lieu de me concentrer sur mes enseignements, mais je perds 200 € de salaire par cette grève, donc je le fais pas pour mon plaisir, et je pense que les élèves peuvent y contribuer. Par ailleurs, ils ont été bien plus perturbés par le fait, par exemple, que le mercredi soir des résultats de Parcoursup, ils étaient admis, et que le vendredi, on leur annonçait, finalement, vous êtes sur liste d'attente. Je pense que c'est pire, ça, de penser d'être admis et 3 jours après de ne plus l'être, que de devoir attendre 1 jour ou 2 ces résultats du bac. Alors tous les élèves auront leur note, a assuré Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a indiqué que si une note venait à manquer, ce serait une note finalement moyenne sur l'année qui serait appliquée pour la discipline concernée. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution ? C'est un bricolage qui s'apparente presque à de l'illégalité, parce qu'en fait, il demande aux chefs de centre d'examen de créer une note à partir du livret. Quand il n'y a pas de livret parce que c'est un candidat libre, de créer une note tout court à partir de rien, de son envie. Donc de créer un faux temporaire qui va être distribué, tamponné par l'administration comme étant le résultat officiel du baccalauréat. Oui, vous dites temporaire parce que Jean-Michel Blanquer a indiqué que les copies, si la note de l'examen serait supérieure, donc déjà, cette serait retenue. Il nous demande de faire quelque chose d'illégal, c'est-à-dire de tamponner une fausse note. Et par ailleurs, de nombreux jurys ont refusé
délibérer aujourd'hui sur des fausses notes, et ça veut dire que les chefs de centre d'examen ont délibéré après la tenue du jury et ont mis des notes et ont tamponné un relevé de notes qui n'est pas validé par le jury. Donc c'est totalement illégal. Selon l'Éducation nationale, un mot sur la menace tendue par le ministre de l'Éducation de faire une rétention sur salaire de 15 jours. Ça peut monter jusqu'à 15 jours parce que c'est à partir du moment où on vous a donné les copies de correction du baccalauréat. Alors moi, je me sens protégé parce que le 1er juillet encore dernier, je remontais à la commission d'harmonisation de ma discipline, ma moyenne définitive. J'étais même au téléphone avec cette commission d'harmonisation pour voir, parce que j'avais une moyenne en spécialité qui était un petit peu différente de celle de mon jury. Donc on a aménagé, on a vu quelles copies pouvaient être réaugmentées ou rediminuées. Donc j'ai les preuves que je travaillais encore le 1er juillet. Donc pour moi, le fait de grève commence le mardi 2 juillet. Et s'il ne me retire plus, j'irai au tribunal administratif. Alors, une dernière réponse en 30 secondes. On a quand même le sentiment que Jean-Michel Blanquer est totalement fermé à d'éventuelles négociations. Du coup, pas de recul du gouvernement. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, quand même ? Alors, l'Assemblée générale qui se tient actuellement encore à la Bourse du Travail de Paris demande toujours, encore et toujours, une revalorisation des salaires, le retrait de la réforme du lycée, le retrait de la loi de l'école de la confiance, le retrait de la réforme du statut des fonctionnaires. Moi, je demande juste qu'il ouvre la porte aux syndicats et qu'il réfléchisse à quelques ajustements. Pour ma discipline, par exemple, revoir le programme qui a été refusé à l'unanimité. Il n'y a eu aucune voix pour au Conseil consultatif de l'enseignement. Zéro. Ils se sont abstenus ou ils ont voté contre. Et il est appliqué quand même, ce programme. Je demande des ajustements pour un minimum d'heures à effectif réduit aussi. Moi, je vais être en classe de seconde avec 1h30 par semaine, avec des classes à 35, sans dédoublement, parce qu'on manque d'heures. Merci Thibaut Marchal pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes professeur de SES et vous corrigez le bac, correcteur du baccalauréat au lycée Hoche à Versailles. Merci beaucoup. Au chapitre éducation encore, elle a ouvert l'école élémentaire Alexandre Dumas en 1991, une école devenue depuis groupe scolaire avec des maternelles, mais aussi toujours dirigée par Catherine Pilot. Ce départ en vacances est un départ à la retraite pour la directrice et enseignante. Le reportage de Marilène Yapichino et Yves Hubsten-Berger. Madame Pilot, enseignante et directrice de ce groupe scolaire Alexandre Dumas, vient flairer la bonne ambiance de ces Olympiades qui sentent bon la fin de l'année scolaire. Mais si tous se retrouvent à la rentrée, Madame Pilot, elle, ne sera plus dans cette classe qu'elle occupe depuis 28 ans. C'est le grand départ, celui pour la retraite. Les armoires sont bien rangées, prêtes à la passation, parce qu'il faut un petit peu de temps. Et puis je vous avoue que j'ai pas envie de me retrouver au mois de juillet, toute seule dans l'école, à ranger. En 28 ans, cette salle de classe a évolué, les murs ont changé de couleur et le mobilier s'est modernisé. Les souvenirs, eux, restent inscrits. J'ai qu'un seul regret, j'aurais dû noter toutes les bêtises, toutes les petites les blagues, les petites choses. J'aurais dû les noter comme ça, j'aurais dû ouvrir un cahier et puis noter tout ça. Est-ce qu'il y a un autre métier dans lequel, qui apporte autant de joie et autant de bonheur, quoi, je sais pas, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, parce que les enfants, ils ont une spontanéité, une tendresse, une confiance qu'on perd peut-être en grandissant. Et ça, voilà, j'ai adoré faire ce métier. Madame Pilot enseigne au CM2, une tranche d'âge qu'elle a toujours conservée. Elle est aussi la directrice. Tout est prêt pour ma remplaçante ou mon remplaçant. Oui. J'ai même étiqueté tout pour que ce soit plus simple pour elle. J'appréhende un petit peu parce que je me demande comment ça va être la retraite. Mais je suis prête à partir. C'est un nouveau départ. On regardera plein de souvenirs. Voilà, on regardera plein de souvenirs et des bons souvenirs quand même. Alors pour une directrice qui aura autant marqué l'histoire de son école, impossible de passer à côté du pot de départ. Un groupe de parents d'élèves s'est même constitué en comité d'organisation pour que la fête soit réussie. Près de 300 personnes se sont réunies. Il y en a qui sont venus du Périgord, il y en a un qui est venu de Roumanie, il a pris l'avion pour revenir de Roumanie. Si vous voulez que je vous dise, voilà. C'est beaucoup d'émotions, et beaucoup de bonheur. Ouais, c'est plein d'émotions, plein de souvenirs qui reviennent et non, c'est une directrice en or. Il y a pas d'autre mot, voilà, c'est vraiment exceptionnel. Des discours, de nombreux cadeaux et une chanson pour dire au revoir et chapeau à cette pétillante Madame Pilot. Merci d'avoir croisé nos routes.
Dans l'actualité, la commune nouvelle l'avait voté en conseil municipal. L'allée au nom de Jonathan Sandler a été inaugurée. C'est un axe piéton à proximité de la bibliothèque. On est dans la ville du Chesnay-Rocancourt. Hommage bien sûr à cet enseignant de 30 ans victime du terrorisme. Il a été tué avec ses jeunes enfants, Harry et Gabriel, devant l'école juive Ozar Torah le 19 mars 2012. La famille Sandler a habité le Chesnay dans les années 80. Et Jonathan y a fréquenté l'école Maryse Bastier. C'était en 86 et 1987. Transport, le dispositif des arrêts à la demande est étendu dans les Yvelines. Ce service, jusque-là expérimenté dans le 93, permet aux usagers des bus de demander aux chauffeurs de descendre entre 2 arrêts et ce, après 22 heures. L'objectif, c'est d'améliorer le sentiment de sécurité le soir dans les transports, notamment pour les femmes. Dans le département, 13 lignes sont concernées par la nouveauté. La liste qui apparaît, elles sont toutes dans le Nord Yvelines, au Mureaux par exemple, ou encore Poitiers-Sartrouville, et des lignes du réseau Bus en Seine, CA2R ou encore Airbus. Elle est spécialisée dans la mobilité pour collaborateurs des entreprises de l'agglomération. L'association Delta Sky a organisé un challenge. Plusieurs start-up ont proposé leurs solutions de mobilité et un jury a décerné ses prix. Une cérémonie s'est tenue hier à Paris. Nicolas Dandry. 5 startups, 5 propositions de mobilité innovantes, c'est le challenge organisé par l'association Delta Sky. Le principe, trouver des solutions pour la mobilité des salariés de Saint-Quentin en Yvelines. L'idée du challenge, c'était de susciter la créativité des startups, leur agilité, pour trouver des solutions innovantes qui apportent des choses très concrètes, qui peuvent être mises en œuvre rapidement, simplement, efficacement et dans un délai court. Il y a des mobilités complémentaires et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un large panel qui permette justement de s'adapter à tous les profils et à tous les âges. Un service de location de trottinettes électriques en station, une solution développée par WeTrot. C'est le premier prix de ce challenge avec un projet en cours d'élaboration, 5 à 7 km autour de la gare de Saint-Quentin en Yvelines. La zone est étendue, elle va partir du pôle de mobilité du transport sur 1 à 3 km déjà pour démarrer sur Montigny. Et ensuite on va élargir sur la Clé-sous-Bois et on travaille sur un projet aussi sur son voisin le Bretonneux. Autre start-up lauréate de ce concours, Smoothing, avec son concept de véhicule de transport collectif et écologique en forme de lieu de travail, c'est le Mobile Office. L'idée, c'est de reproduire tout le confort et les services qu'on a dans un bureau fixe et de le rendre mobile et de faire en sorte de transformer le temps de trajet en temps de travail opérationnel avec le confort et l'efficacité d'un bureau fixe. Enfin, Supraways a aussi obtenu un prix. Cette start-up est en train de développer ce système de mobilité innovant sur le territoire. Respecter les enjeux environnementaux pour la construction, proposer un habitat qui répond aux besoins, l'objectif de la charte de la promotion immobilière résidentielle. Elle a été signée aujourd'hui à la salle du conseil communautaire de Saint-Quentin en Yvelines entre l'agglomération, les promoteurs immobiliers et les villes. Plusieurs années de travail pour aboutir à cette charte qui garantit 3 axes majeurs, la qualité du logement, celle du cadre de vie et la fluidité des relations entre les différents acteurs de l'immobilier. Les promoteurs respectant leurs engagements se verront remettre le label Calisky par l'agglomération. Les interviews collectées par Patrick Jacques de Dixmude. On souhaitait réguler un petit peu cette façon de construire en instaurant un vrai dialogue entre les communes et les promoteurs. Alors non pas qu'il n'y en avait pas du tout, mais on s'est dit ce serait bien de travailler ensemble, on a fait des ateliers où on a échangé, les promoteurs ont pu nous donner leurs propres contraintes, leurs propres attentes, et puis de l'autre côté, toutes les communes qui ont participé ont aussi donné leurs attentes et leurs contraintes. La charte a l'avantage de regrouper l'ensemble des points qui sont des points sur lesquels notre société est très vigilante. Donc une qualité de l'habitat, une qualité de prestation, un confort de vie, un développement durable qui soit le plus développé possible, et tout ça en partenariat avec les collectivités. Ce que j'ai trouvé très très positif dans cette charte qui m'a été présentée, c'est son côté non pas obligataire mais incitateur. Et je pense que quand on incite et qu'on amène les gens, ça génère forcément une création de valeur et surtout une dynamique d'essayer d'aller plus loin ou autrement.
Le sport, il va animer tout le mois de juillet. Le Tour de France 2019 débute ce samedi, 106e grande boucle au départ de la Belgique. Une première étape au départ de Bruxelles. Le passage dans les Yvelines, lui, est prévu le 28 juillet. Dernière étape entre Rambouillet et les Champs-Élysées. Pour en parler, Jean-François Guiborel, bonsoir. Bonsoir Grégory. Ancien coureur cycliste, vous avez été présélectionné notamment en équipe de France pour les JO 1976. 21 Tours de France à votre actif sur France Télévisions. Tous finis. En voiture. Et vous êtes également l'ambassadeur du Vélodrome National, l'un des ambassadeurs du Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. Une première question sur ce Tour de France, 3460 km, 21 étapes pour cette édition 2019. Est-ce qu'il s'annonce bien pour vous, ce Tour ? Oui, c'est toujours la plus grande course au monde et je pense que tous les fervents du cyclisme attendent fébrilement cet événement. Et puis cette année, je pense que c'est peut-être la première année où les Français ont vraiment de grandes chances. Thibaut Pinot, Bardet également. Romain, et Alaphilippe éventuellement pour le maillot. Moi, je dirais même maillot vert, pourquoi pas, et grimpeur. En sachant que le dernier maillot jaune sur le Tour de France, c'était Tony Galopin en 2014. Le dernier, à le porter brièvement sur une étape. C'est cette année d'ailleurs, c'est grosse fête à Bruxelles, départ de ce Tour de France qui a lieu donc samedi, le départ, avec bien sûr une grande commémoration pour Eddy Merckx qui est de là-bas. Et donc vous pensez que le maillot jaune pourrait être de nouveau porté par un Français cette année ? Oui. Simplement, c'est que il y a toujours ces grosses équipes comme Astana, comme Ineos, anciennement Sky, avec Geraint Thomas et Bernal, ce petit Colombien qui a remporté le dernier Paris-Nice. Tour de Suisse, et qui a eu un accident en début de saison qui l'avait fait prendre beaucoup d'énergie et il arrive dans ce Tour de France très frais. Pas de Christopher Froome, pas de Mark Cavendish. Vous parliez de Geraint Thomas qui a lourdement chuté il y a quelques jours. Oui, mais ça va, je pense qu'il il sera l'un des favoris, gros favori peut-être. Oui, et puis il y a un gros qui manque aussi, c'est Tom Dumoulin, qui a un gros problème au genou. Non, cette année il y a possibilité. D'ailleurs, je vais peut-être pas être, parce qu'on peut jamais dire jamais, mais je pense que si cette année les Français gagnent pas, ils vont avoir encore beaucoup de temps avant de le gagner, quoi. Aussi peut-être donc Geraint Thomas, on rappelle que c'est le dernier vainqueur de l'édition 2018. Jakob Fuglsang, le Danois. Bien sûr, aussi. Astana avec une grosse équipe. Il y a aussi, il faut pas laisser il y a Quintana avec Valverde qui est le champion du monde et qui Valverde me semble d'une forme. Je sais pas si c'est parce que plus on vieillit, mieux on est, mais c'est impressionnant. Il marche comme un voleur. Alors si on résume le parcours, un début en Belgique, premier massif dès la 5e étape dans les Vosges, une 14e étape qui s'achèvera elle au sommet du Tourmalet, et après 3e semaine bien sûr avec le franchissement de plusieurs cols de haute montagne dans les Alpes, une longue montée jusqu'à Val Thorens pour l'avant-dernière étape. Le parcours il est au rendez-vous. Il est très 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 dur. Les pièges. Peu de contre-la-montre, donc avec le contre-la-montre par équipe qui a lieu. Deuxième jour, c'est-à-dire que je pense que déjà les équipes vont poser leurs pions. Il va pas falloir perdre beaucoup trop de temps. C'est toujours un peu difficile les contre-la-montre par équipe parce que ça demande beaucoup de cohésion et puis l'effervescence du Tour, c'est le début, beaucoup de monde sur les routes, c'est pas facile un Tour de France pour de jeunes coureurs. Et on précise que le point culminant de ce tour, c'est 2770 mètres et c'est le col de l'Iseran, bien sûr, dans les Alpes. Alors, si on parle de la dernière étape, cette fois-ci dans les Yvelines, on l'a dit, une étape à Rambouillet, départ de Rambouillet le 28 juillet. Déjà, que ce soit dans les Yvelines, c'est une bonne chose. On sait que les Paris-Nice partent des Yvelines, ça fait 10 ans notamment. Oui, il y a une convention d'ailleurs de signer et je crois que de plus en plus, plus on va aller vers les Jeux Olympiques, plus on aura des manifestations superbe parce que ça concerne le vélo. C'est un territoire propice pour. Oui, parce que la vallée de Chevreuse, bien que je trouve qu'elle est de plus en plus encombrée de véhicules à 4 roues, mais c'est vrai que c'est quand même une région où c'est un poumon vert, c'est-à-dire qu'on peut encore respirer et surtout on peut faire du vélo. Il y a de très très belles côtes. On est vite dans la nature, mais il faut le préserver tout ça. Et je voulais revenir sur la dernière étape. C'est un peu embêtant que maintenant la dernière étape soit toujours un petit peu une procession, c'est-à-dire que le maillot jaune est, on connaîtra pour ainsi dire acquis. Il est acquis. On le connaîtra sur l'étape de Val Thorens qui se termine à Val Thorens. C'est toujours un peu embêtant parce que il y a encore de quoi faire entre Rambouillet et les Champs-Élysées. Il y a des
En 47, par exemple, Robic a gagné lors de la dernière étape, il a attaqué. Et c'était, je pense qu'il faut revenir faut pas que le Tour se termine à l'avant-dernière étape, je crois. Et c'était une étape de 128 km, le profil. C'est plat, ça va être pour les routiers sprinters. C'est pour ça que beaucoup préconisent de revenir un petit peu au Tour de France avec un contre-la-montre en dernière étape, parce que contre-la-montre, regardez Lemon Fignon, ça a été quand même, c'était pas fait, quoi. Hein, et ça a été, au niveau du suspense, c'était vraiment bien, quoi. Il y aura un passage, vous parliez de la vallée de Chevreuse, cette belle vallée de Chevreuse, il y aura un passage dans la vallée de Chevreuse. Je rappelle, cette étape de 128 km au départ de Rambouillet, direction les Champs-Élysées, ce sera le 28 juillet prochain. Merci. Merci Grégory. Jean-François Guiborel, ancien coureur cycliste et ambassadeur du Vélodrome national. Venez au Vélodrome, nombreuses initiations qui sont Guérin Thomas d'ailleurs proposées. Un ancien pistard, un très grand pistard. Voilà. Donc bien sûr des initiations de vélo de piste sur le Vélodrome national. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin du 7-8 journal, un replay bien sûr sur notre site internet et notre application mobile. Que faire pour se divertir ce week-end dans les Yvelines? Marie-Lania Pichino vous donne quelques idées de sortie, c'est dans un instant le 7-8 loisirs sur TV 78. Belle soirée à tous.